Les mots ne sont-ils que le reflet d'images mentales? Thèse, les mots expriment des sensations, représentent des idées. Ces idées sont des images mentales. Antithèse, les mots ne sont pas des images mentales. Ils ne prennent sens que par l'usage, c'est-à-dire au contact du réel. Thèse, les mots ne sont que le reflet d'images mentales. En effet, les sens impriment la représentation des choses dans notre esprit. Les mots, quant à eux, sont autant d'étiquettes désignant ces représentations. Il est donc juste de dire que les mots ne sont que des images mentales. Premier argument, la sensation est à l'origine de nos idées. Le philosophe anglais John Locke, 1632-1704, explique la formation des idées de la manière suivante. Lorsque je perçois quelque chose, par le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., il se forme dans mon esprit une idée. Ainsi, lorsque je vois pour la première fois un objet rouge, je conçois intellectuellement l'idée du rouge. En quoi consiste cette idée? Il s'agit d'une image mentale du rouge, valable pour toutes les nuances que peut prendre cette couleur. Deuxième argument, les mots sont reliés à des idées. Le stade suivant est celui de l'acquisition du langage. Quelqu'un me désigne du doigt un objet rouge et me dit « c'est rouge ». Je relie alors le mot rouge à l'idée de rouge que j'ai en moi et que j'ai acquise au moyen de mes sens. Le langage est donc privé, en cela que le sens des mots m'appartient. Toutefois, je ne suis pas libre d'attribuer n'importe quel sens à n'importe quel mot. C'est l'interaction avec les autres locuteurs qui fixe le lien entre les mots et mes idées. En bref, comment pourrais-je connaître le sens d'un mot si je n'ai jamais vu l'objet auquel il correspond? Antithèse, les mots ne sont pas le reflet d'images mentales. En effet, la théorie des significations privées constitue une impossibilité logique. En fait, le sens des mots dépend uniquement de l'usage que nous pouvons en faire. Cet usage renvoie au réel. Premier argument, la position de Locke entraîne un regressum ad infinitum. Comment puis-je savoir que le mot rouge s'applique à la couleur rouge? En comparant l'objet avec l'échantillon de rouge que j'ai dans la tête, répond John Locke. Wittgenstein, 1889-1951, n'est pas satisfait de cette réponse. Comment, se demande-t-il, puis-je me représenter le rouge? Ai-je besoin d'un premier échantillon de cette couleur pour choisir la bonne image mentale? Mais alors, qu'est-ce qui donne à cet échantillon sa valeur de vérité? N'en faudrait-il pas encore un autre, avant, et encore un autre avant lui, et cela à l'infini? Deuxième argument, le sens d'un mot dépend de l'usage et d'un contexte donné. Pour Wittgenstein, nous apprenons le sens d'une phrase telle que « apporte-moi une chaise » en apprenant à aller chercher cette chaise. Le sens d'une expression n'est donc pas quelque chose qui existe en tant qu'image mentale. Lorsque je vais chercher un objet, je n'ai pas la représentation de cet objet dans mon esprit. Toutefois, mon esprit est naturellement disposé à l'identifier, puis à associer à l'action qui me le fait connaître un mot qui le désigne. User de mots, c'est joindre aux règles grammaticales communes à toutes les langues des actions pratiques. En bref, parler une langue revient à jouer à un jeu. Le sens que prend un coup, par exemple aux échecs, dépend des règles, et non d'une image mentale que je suis seul à concevoir. Les mots combinent action et logique. Synthèse. Wittgenstein a eu une très grande influence sur toute la pensée anglo-américaine contemporaine. Sa critique des significations privées a été reprise par de nombreux philosophes. Elle semble faire voler en éclats la théorie de Locke. Cependant, Wittgenstein fait une phénoménologie du langage. Il s'intéresse au processus conscient. Quant à Locke, on pourrait moderniser sa théorie en considérant que le système qu'il expose correspond au travail effectué inconsciemment par le cerveau. En effet, si nous avons une disposition à faire quelque chose, il faut bien que celle-ci soit inscrite quelque part. Dans ce sens-là, nous avons, dans notre tête, un dictionnaire et une grammaire préprogrammée. Note et commentaire, regressus ad infinitum.
Le regressus ad infinitum est un argument destiné à montrer que la thèse critiquée implique l'introduction d'un nouvel élément qui lui-même implique un nouvel élément, et ainsi de suite à l'infini. Un regressus célèbre est l'argument aristotélicien du troisième homme, visant à réfuter la théorie des idées de Platon. L'homme et l'idée de l'homme ont quelque chose en commun, dit Aristote. Il faut donc introduire un troisième terme. L'idée de cet élément commun, etc. Citation. L'essence des mots et des images est constituée par les seuls mouvements corporels qui n'enveloppent en aucune façon le concept de pensée. Baruch Spinoza, L'éthique.